Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous faire un petit message sur le live, sur le chat si jamais vous ne nous entendez pas. Merci à tous de participer donc ce matin à notre webinaire sur le secteur de l'immobilier et notamment comment accélérer sa stratégie digitale suite à la crise sanitaire que nous avons traversée et que nous traversons encore. Vous avez la possibilité donc de poser vos questions sur le chat. Nous les traiterons donc à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas à les soumettre dès maintenant. Et si jamais vous avez le moindre souci de partage d'écran ou de son, n'hésitez pas à nous faire signe. Alors, avant de commencer, nous allons tout d'abord nous présenter. Donc, pour ma part, je suis Estelle Gallois, directrice commerciale du groupe Time One. Je suis accompagnée aujourd'hui de Grégoire Wagner, qui est account manager sur toute la partie lead generation chez Time One. Et enfin, Guillaume Roy, qui est dans l'équipe commerciale, donc en tant que sales manager. Donc le sommaire avant de commencer la présentation, tout d'abord une rapide présentation de Time One. Nous allons revenir également sur le paysage de l'immobilier en 2019 et en 2020. Également analyser l'impact de la crise sanitaire et du Covid sur le secteur de l'immobilier. Puis ensuite, nous ferons un point sur l'évolution des tendances de consommation propres à l'immobilier, les tendances du digital du secteur, comment le digital a dynamisé le secteur de l'immobilier et comment il a su le révolutionner au cours des mois et au cours des années. Nous verrons enfin les tendances e-marketing propres au secteur et enfin, en conclusion, les enjeux à garder en tête et un résumé des différents points que nous aurons vus. Donc, tout d'abord, Time One en quelques chiffres. Time One est donc leader sur le marché français des services marketing. Nous existons depuis plus de 15 ans maintenant. Nous comptons 150 collaborateurs répartis dans 5 bureaux, aussi bien en France qu'à l'international. Et nous accompagnons au quotidien plus de 1000 clients, aussi bien sur des logiques campagnes pour des temps forts, comme sur l'immobilier avec le lancement d'un programme immobilier ou de l'acquisition de leads, ou bien sur du fil rouge pour de la génération de trafic qualifié notamment. Nous avons eu l'honneur d'être récompensés par différents prix comme les cadres du digital, entre autres, sur les derniers mois. Notre objectif est d'accompagner nos clients à développer leur acquisition. Quand on parle d'acquisition, c'est aussi bien acquisition de leads, acquisition de clients, mais aussi génération de ventes. Donc notre métier, avec un ADN très performance, est de générer des ventes, des leads et aussi de créer de l'engagement entre une marque et un consommateur. Aujourd'hui, nous sommes structurés autour de 3 marques. Time One Performance, donc Time One sur un accès très performance. On va retrouver des équipes d'account managers sur des notions de lead, de vente, mais également d'emailing. TMH qui accompagne nos clients sur des problématiques d'achat média, aussi bien social, programmatique, native, etc. Et enfin, dernier né de la galaxie Time One, Powens, qui accompagne nos annonceurs sur l'influence marketing. Quelques chiffres sur notre expertise sur le secteur immobilier. Donc sur les derniers mois, nous comptons plus de 40 clients en portefeuille. Vous avez quelques exemples, notamment en bas de cette slide. 150 campagnes actives, aussi bien de génération de leads que de génération de trafic qualifié. 24 000 leads ont été générés donc, pour l'ensemble de ces clients, pour vous donner quelques chiffres macro. Et autre point important sur notre expertise propre au secteur de l'immobilier, nous sommes également éditeurs de sites internet et plus particulièrement dans le domaine de l'IMO, du site Maison & Co, qui est un portail facilitant la mise en relation entre des agents immobiliers, des promoteurs, des constructeurs et des particuliers qui souhaitent acquérir aussi bien dans le neuf pour habiter ou investir. Donc, suite à cette brève introduction de Time One, on va dresser le paysage de l'immobilier en 2019 et 2020. Donc, faire une petite rétrospective de 2019, analyser également comment 2020 a commencé et voir la suite des événements. Tout d'abord, sur le marché de l'immobilier neuf en France, plus de 390 000 logements neufs ont été construits en 2020.
presque 19 000 logements ont été mis en vente sur le premier trimestre, alors qu'en 2019, sur le troisième trimestre, on en comptait plus de 157 000. Donc, on constate qu'il y a quand même eu un ralentissement en ce début d'année, propre entre autres à la crise sanitaire. Mais en tout cas, on peut estimer que la reprise sera dynamique, on le verra par la suite. Plus de 250 000 opérations immobilières ont été réalisées par les particuliers en 2019, donc sur le marché de l'immobilier neuf. Si on compare l'évolution du marché entre le neuf et l'ancien, on voit que le neuf et l'ancien ont connu les mêmes fluctuations depuis quelques années, donc avec des tendances à la hausse et à la baisse qui se suivent. On constate maintenant que le neuf et l'ancien sont quasiment au même niveau depuis 2018-2019 sur le nombre de ventes par marché. Et enfin, sur l'évolution des prix, le neuf reste en dessous des prix de l'ancien, même si les prix du neuf tendent à augmenter depuis quelques mois, en tout cas depuis 2019, c'est une tendance que l'on constate. Alors, avant la crise sanitaire, effectivement, il faut dresser un panorama avant et après cette crise, ou pendant cette crise. Avant le mois de mars, c'était un secteur qui était très dynamique, puisqu'on a dépassé le million de transactions dans l'ancien sur 2019. On a eu une hausse sur l'ensemble de l'année de 2019 de plus de 11% versus 2018. Qui notamment s'explique par une chute des taux d'emprunt. Les taux d'emprunt sont de plus en plus attractifs, donc de plus en plus de Français sautent le pas de devenir propriétaires. Si on se concentre également sur l'évolution des taux d'intérêt, enfin des taux de demande de prêt, sur la droite, on constate également que ces taux ont fortement baissé entre 2012 et 2019, passant de 3,12 à 1,20. Donc l'emprunt immobilier est de plus en plus attractif et fait de moins en moins peur, en tout cas, et de moins en moins un frein pour les Français pour investir. Si on analyse également les prix avant le Covid, c'était un marché qui différait en fonction des zones. Bien évidemment, sans grande surprise, les prix de Paris intramuros sont, en tout cas en termes de prix au mètre carré, mais en termes d'indice immobilier, sont les prix les plus hauts. On constate également qu'on a la même hausse, en tout cas la même fluctuation qui se fait sur le top 10 des villes françaises, avec une tendance à la hausse également depuis ces dernières années. Le top 11-50 villes en France reste relativement stable, alors qu'en zone rurale, on constate une légère baisse de cet indice au fur et à mesure des années. Il faut corréler ça aussi à l'indice du pouvoir d'achat immobilier des ménages, étant donné que les prix de l'immobilier sont relativement élevés dans les grandes villes françaises, voire très élevés à Paris intramuros. Cela a un impact important sur le pouvoir d'achat des Français et on constate qu'il y a une forte baisse de ce pouvoir d'achat et en tout cas un pouvoir d'achat inférieur sur le Paris intramuros versus les zones rurales qui, eux, ne cessent de voir leur pouvoir d'achat augmenter, en tout cas sur la partie immobilier. Je laisse la main maintenant à Grégoire sur les impacts du Covid sur le secteur. Bonjour. Du coup, je vais maintenant vous parler de l'impact du Covid sur le secteur qu'on a pu voir durant toute la période à partir d'avril. Donc, on va voir ça en différents points. Dans un premier temps, on peut remarquer qu'il y a eu un arrêt presque complet du secteur à partir d'avril dû au confinement, avec une baisse de 78% des prêts immobiliers en France. Selon la FNAIM, on a une baisse des transactions d'environ 150 000 ventes de moins par rapport à 2019. Donc, on a un recul estimé globalement sur l'année qui est de 100 à 200 000 transactions immobilières pour l'année 2020. Et on a un impact sur les prix qui, assez étonnamment, on peut remarquer une hausse en France par rapport à 2019. Alors, une hausse ou une égalité parce qu'on est à 2%, donc c'est assez faible. Mais par rapport, par exemple, aux subprimes en 2008, où on avait eu une baisse de 7,1%, on peut voir que c'est assez surprenant. On a pu remarquer pendant le Covid qu'il y a eu de nouveaux critères et des envies d'ailleurs par rapport à l'avant et l'après-confinement.
Les projets, en fait, ont énormément évolué et il y a eu une évolution des critères, particulièrement au niveau des superficies et des extérieurs. Mais on peut aussi remarquer que beaucoup trouvent un logement trop petit qui crée un mal-être finalement dans ce genre de situation un peu délicate et ce manque d'extérieur qui peut être vraiment un élément rédhibitoire pour chacun. On peut remarquer aussi qu'il y a les nuisances sonores qui sont un élément qui sont vraiment importants, surtout en Île-de-France, et qui ont été un élément vraiment compliqué pour les Franciliens. Ensuite, on peut remarquer qu'il y a que le gouvernement fait vraiment un effort sur la réhabilitation via la loi de Normandie pour favoriser la restauration des immeubles en centre-ville et pour aider à la cession à la propriété sur ces produits. Et l'immobilier haut de gamme reste un produit de confiance parce qu'il incarne des valeurs d'excellence et un confort de vie, un vrai confort de vie. Donc on a une perception et une qualité de vie qui est différente, mais on peut remarquer une possible baisse des prix de 5 à 10% sur l'immobilier haut de gamme dans les mois à venir, notamment sur le quatrième trimestre. En résumé, pour la crise du Covid, on peut dire assez simplement qu'on a un secteur qui était à l'arrêt et qui reprend peu à peu de la vigueur en fait sur les mois qui vont venir. On a un faible taux d'intérêt, mais un durcissement en fait un durcissement de la HCSF qui fait qu'on a un durcissement en fait des prêts qui sont donnés aux gens. On a une baisse du pouvoir d'achat dans les grandes villes après confinement dû aux tarifs qu'on peut avoir. Et on remarque qu'on n'a pas de chute visible sur les prix, sur les prix au global. Si on peut résumer, non, excusez-moi, on peut voir qu'il y a effectivement des indicateurs de confiance des ménages qui sont en forte baisse et un vrai besoin d'espace et d'extérieur privatif, et particulièrement pour les personnes vivant en Île-de-France. Si on peut faire un scénario pour l'année 2020, on peut voir qu'il y a donc, comme je le disais, des taux d'intérêt en baisse, mais un durcissement de la fiscalité dû aux nouvelles normes fiscales de la HCSF. On a une forte baisse de la confiance des ménages dans l'avenir et dans l'achat. Et on a une baisse du nombre de transactions qui est très importante, particulièrement due au confinement et au manque de visites, et un prix qui va baisser ou rester stable d'ici les 3 ou 4 mois qui viennent. Dans un second temps, maintenant, je vais vous présenter l'évolution de la tendance des tendances de consommation. Donc, on va voir quel est le profil de l'acheteur et comment il se comporte. Donc, au niveau du profil des acheteurs, en résidence principale, on a 76% de primo-accédants avec une moyenne d'âge d'à peu près 32 ans, un apport personnel de 20 000 euros et une volonté de trouver généralement un petit coin adapté à eux en fait, et généralement plutôt en couple qui prévoit ou ont un enfant en bas âge. Pour les acheteurs, il y a deux autres types d'acheteurs. Ça va être les acheteurs en investissement locatif. Donc, ils vont être des acheteurs qui soit vont déjà avoir une résidence principale et vont décider d'acheter un second bien pour le louer et pour finalement se faire une rente. Mais on est sur des personnes qui sont un peu plus âgées, qui vont avoir plutôt 36-40 ans et qui vont avoir des revenus plus importants. Ou un second profil qui est l'acquéreur francilien qui va décider d'acheter directement dans le locatif avant sa résidence principale pour créer pour gagner et avoir une rente à côté.
Dans le parcours d'achat, on a les principaux critères d'achat qui sont lors de l'intention d'achat, qui vont être en fait la surface, le nombre de pièces, la présence d'un accès extérieur et la localisation, qui se sont beaucoup renforcés via le Covid, avec encore plus de besoins d'un extérieur et une hausse des demandes de maisons en plein pied, et surtout une hausse de la superficie globale. Pour la recherche, généralement, on peut voir qu'il y a beaucoup d'inscriptions et de mise en alerte en fait sur des sites tels que Se Loger, PAP ou via les agences, parce que 8 clients sur 10 vont commencer leur recherche directement sur le web. Et on peut voir par contre que 30% des personnes qui engagent une démarche abandonnent au bout de quelques semaines. Le temps de réflexion moyen pour l'achat d'une maison est entre 4 à 5 mois, et on peut estimer qu'il va peut-être augmenter d'ici dans les mois à venir. Pour la comparaison, on peut remarquer qu'il y a une moyenne de 6 visites physiques ou virtuelles, parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a eu beaucoup plus de visites virtuelles. Et ensuite, il y a la finalisation du processus d'achat où on a la recherche du meilleur fonctionnement, la signature du prêt et tous ces éléments pour pouvoir acheter. Je vais laisser maintenant Guillaume vous parler des tendances du secteur digital. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler des tendances sur le secteur digital dans l'immobilier. La première tendance qu'on a décidé de mettre en avant, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Effectivement, grâce aux nombreuses devices digitales qu'on possède, on arrive très facilement à synchroniser l'ensemble de nos calendriers, autant sur les réseaux sociaux que sur notre boîte professionnelle ou sur notre boîte privée, et entre professionnels et particuliers. Donc tout ça est simplifié. L'avantage, c'est qu'on a des services qui sont aussi disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a une automatisation du contenu et de la relation qui est beaucoup plus efficace. À savoir qu'en chiffre clé, on a noté que 40% de rendez-vous qui sont pris concernent une location et 30% concernent un appartement en vente. La deuxième tendance qu'on a décidé de mettre en avant, c'est les assistants vocaux. Donc là, on distingue clairement une tendance qui est majoritairement utilisée aux États-Unis pour l'instant, une tendance qui est très utilisée parce que 20% des recherches globales se passent par la voix aujourd'hui, notamment grâce aux enceintes connectées qui sont mises à disposition par les GAFA. On a certaines entreprises spécialisées sur le secteur de l'immobilier comme Trulia aux États-Unis qui constatent que 41% des internautes effectuent leurs requêtes sur ces outils d'assistant vocal, donc enceinte ou même téléphone mobile via la recherche Google. En France, on est encore un petit peu plus frileux sur cette tendance-là, même si on a certains précurseurs comme Se Loger, qui a décidé de créer une application qui s'appelle Chloé, et donc qui permet de rechercher des appartements en location ou en vente directement à la voix via le biais des assistants vocaux. La troisième tendance qu'on a décidé de mettre en avant, c'est la... Donc là, on est parti d'un insight qui est très simple, c'est que 3 Français sur 4 aimeraient connaître en fait le prix des biens vendus avant de se déplacer et directement de chez eux. L'idée est assez simple. Le constat est fait via une application qui a été créée, qui s'appelle Meilleurs Agents, qui a été liée en fait à toutes les bases de données immobilières et foncières des grandes villes. Et via l'outil technologique, le téléphone portable, on a juste à ouvrir l'application. On a un appareil photo qui se déclenche et en se baladant et en pointant les biens immobiliers dans la rue, on a directement le prix qui s'affiche, ce qui permet d'être fixé beaucoup plus rapidement de manière totalement autonome. La dernière tendance, c'est la réalité virtuelle. Donc là, pareil, via l'avancée technologique et notamment les casques de réalité virtuelle, on a réussi à créer des visites en immersion sans que l'internaute ait besoin de se déplacer. C'est parti aussi d'un constat qui est très simple, c'est que 77% des clients préféraient faire une visite virtuelle avant de se déplacer, avant de perdre du temps, avant de faire appel à quelqu'un, et que des pros et des particuliers perdent du temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être en immersion depuis chez soi et de visiter via un casque l'appartement, le bien qu'on souhaite. Il y a même une entreprise, un promoteur qui est allé un petit peu plus loin, qui s'appelle Urbis, qui a lancé en 2016 une application qui s'appelle My Showroom,
qui permet de visiter en live directement les biens, mais qui permet de les personnaliser aussi. C'est-à-dire de changer des meubles, changer de la peinture, de mettre un petit peu à son image. Et on peut même aller plus loin derrière en imaginant plus tard des placements produits directement dans ces applications pour des grandes chaînes type Leroy Merlin, Casa, des choses comme ça. Maintenant, je vais vous parler des tendances marketing d'un point de vue promoteur et d'un point de vue agence. Donc, premièrement, pour les promoteurs immobiliers, pourquoi adopter une stratégie d'acquisition ? Ça répond à des problématiques de déstockage de biens, donc de vente, même de location, des prises de rendez-vous et des demandes d'informations qui sont automatisées comme on l'a vu avant, et ça permet de faire de la promotion de salons virtuels via de la réalité augmentée aussi. Le digital nous permet de toucher de manière beaucoup plus efficace notre cible, avec tous les critères de ciblage qu'on peut imaginer, sociodémographique, intentionniste. On arrive à savoir si c'est pour de la résidence secondaire ou résidence principale, si c'est pour de la défiscalisation. On a toute une data qui est à notre disposition, qui nous permet d'être très, très, très efficace dans le ciblage. Et grâce aux coûts d'achat et aux KPIs de campagne, on arrive à maîtriser des coûts d'acquisition et avoir des retours sur investissement qui sont extrêmement précis. Le digital aussi nous permet d'avoir une géolocalisation grâce aux nombreuses devices. On arrive à savoir précisément où se situent les prospects. Et donc, nous, 80% de nos campagnes immobilières sont géociblées car les programmes immobiliers ne sont pas forcément nationaux, ils vont être très précis. On arrive à cibler au département, enfin à la région, au département, à la commune et même à l'arrondissement dans une ville, ce qui nous permet de pouvoir faire des plans médias très précis pour nos annonceurs. Une stratégie d'acquisition pour les agents immobiliers, c'est indispensable aussi car le premier intérêt, c'est que c'est une vitrine pour son agence. Effectivement, on va pouvoir diffuser beaucoup de contenu, faire de la pédagogie sur le marché, ce qui va nous permettre d'attirer l'attention des prospects et des nombreux internautes qui sont présents sur le web. Le digital va nous permettre aussi de répondre à des besoins à chaque étape. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser de nombreux outils type de la messagerie, du chatbot, de la vidéo, tout type de contenu on va pouvoir accompagner l'internaute sur toutes les étapes du parcours de conversion, à tous les endroits aussi. Ça assure un gain de temps pour tout le monde parce qu'on a on a un chiffre clé qui est de 65% considère que les agences immobilières devraient davantage recourir aux outils digitaux. C'est-à-dire que ça pourrait faire gagner du temps à tout le processus, autant pour le prospect que pour l'agence immobilière de mobiliser des agents immobiliers pour des requêtes qui sont pas forcément pas très importantes, en tout cas pour le secteur. Et comme on l'a vu juste avant, la stratégie d'acquisition de manière digitale nous permet de cibler de manière précise via la data et la géolocalisation, tout en maîtrisant les coûts de diffusion. La vidéo, donc c'est un levier qu'on souhaitait mettre en avant, c'est un levier qui est incontournable aujourd'hui dans la stratégie de contenu parce que c'est une projection et on peut diffuser donc une histoire, on peut raconter une histoire avec ce format-là. On a vu en termes d'indicateurs que 25% des visites, on a un taux de 25% de visites supplémentaires quand on met dans sa stratégie d'acquisition un contenu vidéo, ce qui paraît tout à fait normal. On a 73% des propriétaires qui affirment préférer avec des professionnels qui mettent à disposition des leviers vidéo. Parce qu'ils savent que l'importance de ce levier va générer beaucoup plus de résultats derrière. Mais malheureusement, on n'a encore que 12% de ces professionnels qui utilisent la vidéo. Nous, on estime dans nos plans médias, en tout cas dans des leviers, dans des stratégies de branding, c'est un levier qui est incontournable. On le recommande de manière systématique dans nos stratégies d'acquisition. Une vidéo en chiffres clés, c'est aussi 5 fois plus de clics sur une annonce vidéo qu'avec un format statique. Et on a 53 fois plus de chances d'être en première page sur Google. Donc, les algorithmes mettent en avant les formats vidéo de Google. Les chatbots, donc, qui est une tendance à peu près depuis 2016, qui permet aussi d'automatiser tout le parcours de choix du client. On a à peu près 100 000 chatbots qui ont été lancés sur Facebook. Donc, c'est une technologie qui est disponible uniquement en réseaux sociaux sur Facebook.
ni sur Instagram, ni sur LinkedIn. On a 56 des Français qui estiment que le chatbot va continuer à simplifier leur vie. Ça paraît tout à fait normal parce qu'on est sur une automatisation de la relation et du discours. Il suffit de programmer des scénarios de parole. Et une fois qu'une personne va créer un point de contact avec ce chatbot, ça évite de mobiliser un commercial. Donc, tout se fait automatiquement derrière. On a une tendance qui est assez importante sur les moins de 50 ans, car 36% des personnes seraient complètement prêts à acheter totalement un bien immobilier uniquement via le levier de chatbot. Ce qui fait que 1 Français sur 3 pense que l'intelligence artificielle peut recommander de façon pertinente et donc même remplacer totalement le savoir-faire et l'historique d'un commercial dans une entreprise. Le content marketing, donc là, on est parti sur un chiffre clé qui est très important, c'est que 300%, c'est le pourcentage de prospects que le content marketing génère en plus versus une publicité classique. Donc, le content marketing, c'est une stratégie de contenu, c'est diffuser un maximum de contenu pour accompagner sur l'ensemble du parcours de conversion à toutes les étapes le prospect. C'est de la vidéo, c'est du texte, c'est des images, c'est des articles, c'est des newsletters. On peut imaginer beaucoup de contenus différents derrière. C'est un contenu qu'il faut imaginer en multi-device et responsive parce que 60% du contenu est visionné à partir de devices mobiles. 55% des clients préfèrent s'informer par eux-mêmes, donc on peut voir que le parcours de sélection et de décision et d'achat est totalement changé. On n'a plus besoin de faire face à un commercial, d'aller dans un magasin. Aujourd'hui, les prospects préfèrent s'informer par eux-mêmes, aller rechercher l'information sur des sites internet. C'est pour ça que diffuser du contenu en amont, c'est très important pour se positionner en tant que précurseur et tout au début du parcours d'achat du client. Je vous ai déjà donné pas mal d'arguments sur pourquoi créer du contenu, mais l'idée, voilà, c'est d'anticiper toutes les requêtes, de se mettre en tant que pédagogie, marché et valoriser son positionnement différenciant par rapport aux concurrents. Et évidemment, la stratégie de contenu permet d'arriver à l'objectif final, qui est la génération de leads via des landing pages, via des formulaires. Pourquoi diffuser un contenu en Native Ads? C'est très simple. Native Ads, c'est un format que nous utilisons beaucoup dans nos stratégies de trafic et de lead. C'est un format qui est contextualisé, c'est-à-dire qu'on va avoir une image plus du texte et qui va être totalement non intrusif dans le contenu que va consulter l'internaute, qui est aussi non soumis aux adblocks, ce qui est un point qui est très important, et qu'on peut imaginer aussi vidéo. C'est un format qui va générer énormément de trafic. On l'achète au clic et les CPC sont totalement maîtrisés. Les réseaux sociaux, comme vous l'imaginez, sont aussi des leviers qui sont incontournables. On a principalement aujourd'hui LinkedIn comme réseaux sociaux et Facebook qui sont utilisés pour la diffusion de contenu. LinkedIn, on est vraiment sur des logiques de branding et de pédagogie parce qu'on va diffuser un contenu marché ou sur l'entreprise. Facebook, on est plutôt dans les stratégies d'acquisition où là, on va utiliser des formulaires, on va diffuser des vidéos dans le but de diffuser du contenu, mais aussi d'aller chercher du lead derrière. YouTube est utilisé à 9% sur le secteur de l'immobilier, essentiellement donc un levier vidéo, où là, on va être dans des logiques aussi de branding et on n'est pas limité sur le format vidéo. On peut très bien mettre des vidéos qui vont être très longues, alors que sur Facebook, il vaut mieux valoriser sa vidéo sur un format de 15 ou 20 secondes maximum pour arriver à des taux de visionnage de vidéos qui sont à 100%. Qu'est-ce qu'on va diffuser sur ces réseaux sociaux? Principalement, ça va être de l'actualité sur le secteur de l'immobilier. Donc, montrer qu'on a de la pertinence, qu'on s'engage sur ce secteur-là. On va aussi pouvoir diffuser de l'actualité sur notre entreprise pour informer les internautes. Des actualités de société sur le secteur aussi global. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut créer des événements nationaux ou de manière très précise dans certaines villes. Et donc là, on va pouvoir communiquer et inviter directement notre communauté via les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, ça va nous permettre de capter des nouveaux leads de manière incrémentale versus les autres leviers. On a une stratégie de ciblage qui est extrêmement importante sur ces réseaux sociaux parce qu'on a de la data first party et des intentions.
On a un format sur notamment Facebook qui est très intéressant sur les Facebook Forms, donc qui va nous éviter de développer une landing page. On va pouvoir remplir des champs directement sur le format et récupérer les intentions pour aller les convertir en leads derrière. Et évidemment, je vous l'ai dit, on va avoir une data qui est très importante. On peut savoir qui a visité notre site, les retoucher derrière, faire des lookalike, donc c'est-à-dire des profils jumeaux de nos prospects qui sont chauds ou des prospects qui ont déjà converti en disant que c'est des profils qui sont très intéressants. L'audio digital, qui est une tendance aussi depuis peu, mais qui depuis 2019, j'ai un taux de, qui a un investissement de plus 40%. Pourquoi? Parce que c'est un format qui est totalement en adéquation avec les autres leviers qu'on va pouvoir utiliser. Dans une stratégie omnicanal, on va pouvoir se venir en parallèle de display, de vidéo et de contenu. Ça vient totalement en complément des autres leviers. L'intérêt, c'est qu'on va avoir l'internaute va assimiler le message de manière beaucoup plus efficace que lors d'une vidéo ou quand il va être devant la télé en multi-écran. Là, on estime que 96% des internautes écoutent le contenu chaque mois audio et que surtout 74% de ces internautes se souviennent de l'ensemble du message publicitaire pendant l'écoute, ce qui est relativement rare sur un levier digital, parce que comme je l'ai dit avant, on a souvent des doubles écrans où on peut être attiré, où l'attention peut être attirée quand on est sur la route, quand on écoute la radio ou quand on est devant la télé. Là, on a une écoute qui est très active, en tout cas sur ce levier-là. On arrive à cibler aussi de manière assez précise parce qu'on est sur des environnements qui sont logués, donc on a une data qui est first party, on peut savoir les CSP, le niveau d'études, l'âge. On a 90% des investissements audio qui sont réalisés aujourd'hui sur des radios et web radios, donc Énergie, Nostalgie, Chérie FM. Donc, c'est ce qui va représenter la majorité. Derrière, on va avoir les services de streaming vidéo, streaming audio, pardon. Donc, toutes les grandes plateformes Deezer, Spotify, SoundCloud. Les podcasts qui sont encore sous-représentés aujourd'hui avec 6,6% des investissements et les livres audio qu'on va très rarement mettre dans nos stratégies médias. Les avantages de l'audio, donc on a des taux d'écoute qui sont très importants, comme je vous l'ai dit juste avant. On a des coûts qui sont encore très faibles versus des autres leviers, type la vidéo. On a des taux, voilà, on a des coûts d'achat qui sont très intéressants. On va venir s'appuyer en complémentarité totale dans des stratégies d'acquisition versus des leviers vidéo de contenu d'acquisition. Et surtout, on peut toujours garder une géolocalisation qui est relativement précise car on utilise généralement une device mobile et ça nous permet de toucher tout au long de la journée dans les transports en mouvement nos internautes. En résumé, les différents leviers d'une stratégie d'acquisition, la vidéo, donc on maximise notre visibilité via un message qui est complet et on peut raconter une histoire via ce message, et surtout on peut avoir un message qui est relativement long. On augmente de l'engagement et surtout on arrive à se faire projeter l'internaute dans un univers, dans notre histoire. Les chatbots, donc là on est sur une notion d'automatisation. L'avantage c'est qu'avec le digital, on est présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 aux côtés de nos prospects. On simplifie les démarches, on ne mobilise plus des forces de vente, tout est automatisé pour les premières intentions et ça nous permet aussi de récolter de nombreuses informations pour simplifier la découverte client derrière. Le content marketing, donc là, ça nous permet d'être sûr du contenu qu'on va diffuser. Quand on a un commercial qui est physique, peut-être que le contenu sera oublié ou mal expliqué. Là, le fait de diffuser son propre contenu en vidéo ou en texte, on est sûr de la qualité. On peut orienter nos prospects tout au long d'un parcours de décision et l'accompagner sur ce parcours-là. Et ça nous permet de développer une relation de confiance avec l'annonceur, car on va l'accompagner et l'aider et lui donner beaucoup d'informations. Les réseaux sociaux, on a un taux de présence sur les réseaux sociaux qui est en moyenne de 2h22, ce qui est très important, donc c'est à ne pas oublier dans un plan de stratégie d'acquisition. 58% des Français utilisent les réseaux sociaux, donc ça nous permet d'être la vitrine de notre entreprise, de montrer l'actualité, de capter des leads, mais aussi de donner du contenu vidéo.
et effectivement d'augmenter la visibilité. L'audio digital, on s'appuie sur des stratégies locales, donc on a une géolocalisation qui vient complètement en complément d'autres leviers dans notre stratégie d'acquisition. Ça permet d'avoir des taux d'écoute qui sont très importants et de miser sur un format qui est totalement premium et un cadre de diffusion qui est aussi très premium. Le native advertising, pour finir, ça permet de générer donc du trafic et des leads d'extrêmement qualité parce qu'on est sur un contenu qui est totalement contextualisé. On a des clics qui sont à des prix très intéressants. Et effectivement, avec ce KPIs, on peut contrôler l'ensemble de nos coûts d'acquisition, notamment au CPC. Voilà pour l'ensemble des leviers d'acquisition digitaux. On va passer maintenant au cas d'application. Donc, en effet, ça nous paraissait pertinent de vous présenter un cas que nous avons réalisé en collaboration avec un de nos clients pour vous montrer les chiffres qu'on peut obtenir et vous donner un petit peu plus d'insight sur ce qui est possible de mettre en place. Dans le cas présent, on est sur une campagne pour un promoteur immobilier, donc BNP Paribas Immobilier, sur une zone de chalandise précise puisque c'était la construction d'un nouveau programme immobilier sur Courbevoie. L'objectif de la campagne était tout d'abord de générer de la visite qualifiée sur la zone de chalandise, donc d'apporter un trafic directement en point de vente, dans le bureau en tout cas de BNP Paribas Immobilier, sur un laps de temps très court puisque ces bureaux étaient ouverts sur à peine quelques jours, et en parallèle de générer des leads de qualité à un CPL maîtrisé. Donc, aussi bien une logique drive to store qu'une logique de lead collecté online. En termes de résultats, donc on était sur une période de 2 semaines pour redonner également la temporalité de la campagne. Nous avons généré 60 leads qualifiés, donc des personnes qui sont allées jusqu'au rendez-vous pour visiter, enfin en tout cas avoir des visites virtuelles et avoir plus d'informations sur le programme. Avec un volume d'impression géolocalisé, puisque comme je le disais, nous étions sur une zone de chalandise précise de Courbevoie et les communes limitrophes, à 2,5 millions d'impressions géolocalisées, plus de 4000 clics également générés en 2 semaines. En termes de modèle économique, nous étions sur une campagne au CPC, donc au coût par clic, ce qui n'empêche que derrière, nous étions sur une optimisation au lead généré et même au lead requalifié. Donc, on avait le retour de l'annonceur nous communiquant les performances de ces leads. Et donc, nous étions sur un coût d'acquisition in fine inférieur à 27 €. Ce qu'il faut noter, c'est que même si le modèle économique peut être au CPC ou au CPM, pour des raisons de ciblage notamment ou propres à ces leviers, je pense notamment aux leviers sociaux comme Facebook qui est toujours monétisé sur des logiques CPM, CPC, on peut avoir des objectifs de CPL et monitorer et optimiser l'ensemble de la campagne sur un coût d'acquisition cible qui nous aura été communiqué par le client, ou tout simplement que nous pourrons aussi vous communiquer en fonction de nos retours d'expertise. Avant de conclure donc cette présentation et de vous laisser la main pour nous poser des questions, quelques insights que nous avons vus aujourd'hui à garder en tête. L'immobilier est un secteur qui repart doucement après la crise sanitaire, mais néanmoins il y a quand même une reprise. Il est vrai que nous étions sur une forte dynamique sur 2019 et début d'année 2020. Comme tous les secteurs, il y a eu un frein, en tout cas un coup de frein qui a été mis sur le deuxième trimestre, mais on voit que les demandes repartent et les investissements sont également à la hausse sur la fin d'année. Le Covid, en effet, a permis aussi aux internautes et aux futurs propriétaires ou futurs locataires de biens de définir des nouveaux critères à prendre en compte. Dorénavant, on a besoin de plus de surface, plus de place et aussi d'un extérieur. Donc, ça fait partie maintenant des critères numéro 1. Quand il y a quelques années, les critères de choix pouvaient être la sectorisation de l'école ou encore des toilettes séparées dans des appartements. Aujourd'hui, un extérieur et une plus grande surface sont des critères primordiaux. Les projets d'achat en province et en secteur ruraux ont vu eux aussi
les demandes explosées. Donc, on a de plus en plus de personnes qui réfléchissent à sortir des villes pour aller en province, en zone rurale ou à investir également dans des résidences secondaires pour aller chercher un petit peu de verre le week-end. On a également le soutien du secteur de l'ancien et du haut de gamme qui, eux, résistent bien à la crise versus le neuf. Troisième point important, la digitalisation des outils du secteur. Donc, on l'a vu, les Français sont de plus en plus friands de nouvelles technologies et surtout quand elle est là pour vous simplifier la vie. On l'a vu avec les assistants vocaux notamment. Et le digital a su insuffler ce côté simplification de la vie dans la recherche d'un bien. C'est souvent très chronophage et très stressant de chercher un bien immobilier. Donc, le fait d'avoir des outils comme la vidéo qui ont permis de continuer les visites pendant le confinement ou encore les assistants vocaux sont en tout cas des technologies à prendre en compte pour le secteur de l'IMO. Enfin, développer son acquisition de contacts via le digital marketing, c'est tout à fait possible et en tout cas tout à fait pertinent aujourd'hui. Les avantages du digital aujourd'hui sont nombreux. Le premier, c'est d'être visible dès la première recherche et à chaque étape du parcours d'achat de l'internaute. Donc, peu importe les sites qu'il va consulter, les devices qu'il utilise ou encore les supports qu'il favorise pour ses recherches. L'objectif pour un annonceur de l'immobilier est d'être présent sur toutes les étapes du parcours. Il permet de répondre aussi à des problèmes et à des besoins de ciblage géographique. Donc, on l'a vu avec l'étude de cas BNP juste avant, mais on est capable d'avoir des ciblages géographiques très précis. Ça nous permet également de développer l'acquisition de trafic qualifié et de leads. Donc, on peut aller chercher de l'incrémental versus une stratégie purement offline. Et enfin, le trio gagnant, plus de ciblage, couplé avec une action push tactique, avec notamment de l'emailing entre autres, et toujours avec un coût maîtrisé, permettent d'avoir une stratégie digitale pertinente et un mix média performant pour les annonceurs. Et enfin, bien évidemment, nous nous tenons à votre disposition pour avancer ensemble, répondre à vos questions, définir aussi des objectifs, puisque c'est important de bien définir en amont ces objectifs, la cible qu'on souhaite atteindre, pour mettre en place une stratégie multilevier performante pour l'acquisition de trafic et de leads. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous adresser vos questions dans le chat, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Ouais, je te laisse faire. On est en train de regarder en effet les questions. Alors, la première question de Sylvain. Tous les leviers permettent-ils de faire du local ? Alors, en effet, en fonction des leviers, le rayon géographique est plus ou moins fin sur certaines logiques, comme on l'a vu par exemple sur de l'audio digital. On peut définir un rayon géographique précis autour de la zone de chalandise. Donc, on le fait soit via des codes postaux, soit on détermine des coordonnées GPS et on touche les internautes sur 10 km ou 5 km autour de ce point précis. Les leviers qu'on vous a présentés aujourd'hui, en effet, étaient principalement des leviers qu'on pouvait cibler au niveau géographique, puisque sur l'immobilier, ça fait sens quand on souhaite faire la promotion d'un nouveau programme. Oui, effectivement, tous les leviers qu'on vous a proposés en digital sont des leviers qu'on peut géolocaliser, notamment avec la data et les devices mobiles. Et comme l'a très bien dit Estelle, nous, sur 80% de nos campagnes médias, on géolocalise via ces leviers et la data de ces leviers. Une autre question, au lieu de parler de lead, ne faudrait-il pas se focaliser sur les ventes avec une liaison CRM pour récolter cette info ? Alors pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Le lead, c'est quand on est dans une phase d'acquisition et qu'une personne remplit un formulaire. Et la liaison CRM, c'est la suite de la récolte de ce lead. C'est comment on va transmettre ce lead à notre annonceur. Il y a différents moyens. Il y a du web service, du CRM,
Nous, on peut s'adapter en tout cas à toutes les situations, mais effectivement, la liaison CRM, ce sera la plus simple. La liaison CRM nous permet aussi de faire de la déduplication et de la base repoussoir pour ne pas retomber sur les mêmes leads et être un petit peu plus pertinent, en tout cas dans la collecte. Alors, nous allons continuer sur les questions. Quels sont les leviers qui donnent les meilleurs résultats? Ah oui, c'est celle-ci que tu viens de faire, excuse-moi. Oui. Voilà, pas de souci. Quels sont les leviers qui donnent le meilleur résultat en termes de ROI? Alors, c'est ça peut être assez variable en fonction des objectifs qui auront été définis avec l'annonceur. Si on est sur un calcul d'un retour sur investissement suite au lead généré, il est vrai que des leviers permettant de collecter le lead directement sur une landing page ou en déporté, comme on l'a vu avec du Facebook Form, permettent d'analyser ces retours, en tout cas le ROI propre au lead. Sur des logiques plus branding, si on parle notamment de vidéo, si on parle d'audio digital, étant donné qu'on ne peut pas aller directement, quand on entend un spot via Spotify, on ne va pas remplir automatiquement par la pensée ou on ne va pas se rediriger directement pour aller remplir le lead. Il est possible sur des campagnes audio d'ajouter des companion ads pour être donc des formats display pour renvoyer sur le site de l'annonceur ou la landing page et pouvoir remplir ses coordonnées. Mais sur des logiques purement performantes, enfin, le levier audio, le levier vidéo, comme on a pu le voir sur du YouTube, entre autres, ne sont pas des leviers pour générer de la performance directement, mais plutôt pour générer de la notoriété et faire connaître la marque. Donc, tout va dépendre en effet des objectifs qu'on va se fixer et des besoins qui auront été exprimés. Question de Noah. Vos stratégies sont principalement de génération de leads via Facebook et Google Ads, puis redirection vers une landing page. Alors effectivement, ça passe par ces leviers. Facebook Form est un très bon moyen de récolter des leads. Google, nous aussi. Après, on va utiliser du trafic pour aller générer du lead sur une landing page. Donc, on va mettre en place des campagnes natives. Nous, comme on vous l'a dit tout à l'heure aussi, on est éditeur de sites internet. Donc, notamment sur la thématique immobilière, on va avoir un site qui s'appelle Maison & Co et qui va générer du trafic extrêmement qualifié. On va pouvoir diffuser du contenu, programme et différents programmes. Et nous, on va s'occuper d'aller générer toute l'acquisition pour faire du trafic sur ce site Maison & Co et répondre à vos besoins de lead. Donc, il n'y a pas que du Facebook Form et il n'y a pas que du Google Ads. Il y a aussi toute la stratégie de contenu et les sites thématiques éditeurs immobiliers que nous utilisons comme Maison & Co qui nous permettent de générer des leads de manière très efficace au CPL en pilotant toute la stratégie d'acquisition au lead. Je vais juste me permettre de compléter les propos de Guillaume. Ce qui est important également de prendre en compte, c'est où l'on souhaite collecter le lead. Est-ce que l'on souhaite que le lead soit collecté directement sur la landing page de l'annonceur ou est-ce qu'on accepte que le lead soit collecté sur des environnements tiers? Si on souhaite rediriger du trafic directement sur la landing page de l'annonceur pour que le lead soit enregistré directement sur votre site, dans ce cas, on peut en effet mettre en place des stratégies de native advertising, de display, de vidéo éventuellement pour renvoyer derrière sur le site. On peut également mettre en place des campagnes d'emailing. L'emailing est particulièrement intéressant parce que le format email est un format assez grand dans lequel on peut déjà proposer des photos et c'est important dans un achat immobilier aussi de faire rêver les internautes, donc de montrer le bien. On peut également mettre plus d'informations sur le programme en tant que tel, les avantages, le financement, pourquoi pas. Et derrière, quand on clique sur l'email, on est renvoyé sur le site de l'annonceur. Donc ça, on est plutôt sur des stratégies de collecte de leads directement sur les LP de l'annonceur. Et en parallèle, bien évidemment, on peut faire de la collecte qu'on appelle déportée ou alors de l'achat de fiches. Et là, on va passer par des sites comme Maison & Co ou des émulateurs. On peut passer via des marques blanches qu'on peut également créer pour les annonceurs, des environnements co-brandés. Si on prend l'exemple de Maison & Co, Maison & Co en partenariat avec
le promoteur. Donc, il y a beaucoup en fait de possibilités pour aller générer du lead qualifié. Et on ne peut pas se contenter uniquement à Facebook et Google. En effet, il y a beaucoup de leviers que l'on peut activer. On a également la question d'Angelica. Quels seraient les meilleurs investissements pour capter des investisseurs? Serait-il possible de télécharger ou de recevoir la présentation? Alors, je vais directement répondre à la dernière question pour télécharger ou recevoir la présentation. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse qui s'affiche sur la slide, donc sales-fr@timeonegroup.com pour recevoir la présentation. Et également, pour tous les participants, nous vous enverrons le lien pour télécharger la présentation par la suite. Sur les meilleurs leviers pour capter des investisseurs, donc je suppose investisseurs pour de la défiscalisation type loi Pinel, entre autres, parce qu'il y a d'autres lois aussi de défisc. On peut mettre en place des critères de ciblage, notamment sur Facebook ou même sur de la data via des logiques programmatiques. On peut aller chercher des intentionnistes des fiscalisations, des personnes qui sont allées consulter des sites traitant de finances, de défisc, qui ont aussi fait des requêtes sur Google, puisque on est en mesure d'analyser les requêtes faites par l'internaute et donc de voir les mots-clés qu'il a recherchés. Si l'internaute a recherché des mots-clés tels que loi Pinel, défiscalisation, investissement locatif, investissement immobilier, on va être capable de l'intégrer dans un segment intentionniste IMO ou intentionniste investisseur, et dans ce cas, aller le retoucher en programmatique, donc via des systèmes de bannières ou d'habillage sur l'ensemble des sites, sur Facebook ou en social. LinkedIn également est un excellent réseau pour aller toucher ce type de cible, où on va pouvoir aller s'adresser à des personnes qui, en fonction de leur catégorie socio-professionnelle, en fonction des postes qu'ils occupent, on est capable derrière de segmenter et de leur proposer des publicités adéquates. Donc oui, c'est tout à fait possible d'aller capter des investisseurs. On peut également, via des formulaires comme sur Maison & Co ou sur d'autres émulateurs, aller capter du lead de personnes souhaitant recevoir des informations ou des brochures sur des solutions d'investissement locatif ou défiscalisation. Je te laisse descendre, voir s'il y a d'autres questions. Ouais. Alors, une dernière question. Que préconisez-vous pour créer une base de contact pour l'emailing? Donc, en effet, il y a deux types d'emailing, de l'emailing d'acquisition et de l'emailing CRM. Donc, je suppose que dans votre question, Noah, vous souhaitez tout d'abord créer votre propre base, donc acquérir des adresses mail pour ensuite pouvoir les re-shooter via votre système CRM. Pour collecter des leads et faire donc de l'embasement, il y a plusieurs leviers que l'on peut mettre en place. De l'emailing. En effet, en emailing d'acquisition, on est capable d'aller collecter des leads plus ou moins précis, plus ou moins poussés. On peut collecter juste une adresse mail ou nom, prénom, adresse mail. Tout va dépendre des champs que vous souhaitez mettre en avant sur la landing page. On peut également mettre en place des campagnes de co-registration qui permettent de collecter un volume important d'adresses mail dans un temps relativement restreint. Facebook également, via Facebook Form, peut être un excellent levier pour aller capter des adresses mail. Et enfin, le native advertising. Le native ads est un bon levier pour collecter des leads si en parallèle on offre quelque chose à l'internaute. Un internaute via du native, quand il arrive sur la landing page, ne va pas juste laisser son adresse mail pour faire plaisir à l'annonceur, mais il va laisser son adresse mail pour télécharger un livre blanc, télécharger une plaquette, ou alors les conseils pour investir, des conseils pour mieux se loger à Paris, etc. Donc, si vous avez du contenu type infographie, livre blanc, article, etc., ça peut être un excellent moteur pour que les internautes laissent leur adresse mail pour télécharger le contenu et que derrière, vous puissiez créer une base de contact à retravailler en emailing.
Je pense que c'est les principaux leviers, en tout cas, qu'on peut activer. Alors, je vois derrière le dernier commentaire en utilisant Lead Magnet aussi. Alors, pour moi, en tout cas, ça ne me parle pas comme ça, Lead Magnet. Mais si vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin dans les échanges et qu'on creuse ces possibilités, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse indiquée et on reviendra vers vous avec Guillaume pour échanger sur le sujet. Merci à tous pour vos nombreuses questions et votre participation. Nous avons été ravis d'animer ce webinaire ce matin. Nous espérons qu'il a été instructif pour vous tous et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger ou pourquoi pas si vous souhaitez mettre en place des campagnes pour cette fin d'année. Merci beaucoup et très bonne fin de journée à tous. Au revoir.